On me disait que tes seins vont commencer bientôt à sortir. Donc la seule chose qui te reste, c'est le mariage. Je viens de la Guinée. J'ai été élevée par ma grand-mère de l'âge de 2 ans à 10 ans. En fait, ma mère, elle est la 4e épouse de mon père. Du coup, elle a eu ma sœur, après elle m'a eu. Ma grand-mère peut-être lui a demandé, et c'est comme ça que j'ai été élevée par ma grand-mère dans un village très perdu de Conakry, de la capitale. Déjà, je me posais la question, quand est-ce qu'il allait être mon tour? Toutes les filles de mon village étaient excisées. Donc, à l'âge de 8 ans, on m'a dit d'accompagner cette dame qui était venue dire bonjour à ma grand-mère. Donc, je me suis retrouvée avec 4 femmes, dont 2 qui m'ont tenu les pieds, d'autres qui m'ont tenu les mains. Et on m'a coupé avec un couteau. Les cris que je poussais ces jours-là, c'est un cri que je ne peux jamais oublier. Et par la suite, ma grand-mère m'a soignée avec de l'eau chaude et des herbes de la nature parce qu'il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de médicaments. Pour moi, c'était normal en fait. Je ne me posais même pas de questions à l'époque. Parce que de toute façon, toutes mes copines ont passé par là. Par la suite, j'ai perdu ma grand-mère quand j'avais 10 ans. Donc, il a fallu que je retourne dans cette grande famille à Conakry où j'avais pas forcément ma place parce que déjà tout était assez défini. Donc, quand je retourne là-bas, déjà c'était difficile. À l'âge de 11 ans, on me fait rentrer à l'école. Et tout de suite, en fait, j'ai compris que l'éducation, ça allait être difficile parce que j'avais personne qui m'encourageait pour aller apprendre à lire et écrire. On se moquait de moi, on me disait que j'étais plus âgée que les enfants en classe. On me disait de toute façon, ça ne sert à rien, tes seins vont commencer bientôt à sortir. Donc la seule chose qui te reste, c'est le mariage. À l'âge de 13 ans et demi, un homme est venu voir mes parents, il habitait en Hollande. Il m'a dit, je vais te marier. Sans que je pense vraiment, c'était du sérieux. Il a expliqué à ma mère qui il était, qu'est-ce qu'il faisait en Hollande, que c'était une bonne personne, voilà, qui était croyant, pratiquant, en même temps qu'il y avait une bonne situation, qui disait qu'il travaillait à l'Union européenne. Et donc, ma mère, elle a vu que du bien parce qu'elle s'est dit qu'elle est la 4e épouse. Elle a eu plusieurs filles que des garçons, donc elle avait beaucoup de pression par rapport à l'éducation, même si toutes les femmes vivaient dans le même toit. Mais aussi c'est ça, c'est tout ce qui est la polygamie, cette pression familiale, l'honneur, qu'est-ce qu'ils dira les autres. C'est tout ça aussi qui n'était pas facile pour elle. Donc elle m'a dit, écoute, si on te demande si tu veux le mariage, il faut que tu acceptes. Au début, mon père, il ne voulait pas. Il a vu la différence d'âge qu'il y avait avec cet homme. Il a pris par céder. Par rapport à la famille, ils ont parlé et donc le mariage religieux a eu lieu. L'homme il était retourné en Hollande. C'était ses parents qui l'ont présenté pendant le mariage religieux et c'est son frère qui l'avait remplacé. Moins de 8 mois après, je le rejoins en Hollande avec un visa touriste où ma date de naissance était falsifiée, où mon identité n'était pas forcément la même. Lui, il avait 45 ans et moi, j'allais avoir 14 ans quand je suis arrivée en Hollande. Je le vis à l'aéroport, je ne l'avais même pas reconnu parce que tellement j'idéalisais qu'il était, tellement quand je le vis, je pensais à quelqu'un et je retrouvais quelqu'un d'autre. Ensuite, être livrée à moi-même et retrouver un homme sans forcément qu'on me prépare. C'est quoi d'être mariée, comment être avec un homme, etc. Même le mot mariage, je savais qu'il y avait le mariage, mais qu'est-ce qui se passe dans le mariage? Rien ne se savait. Donc tout est fait dans la pudeur, dans la réserve. Tu découvres les choses vraiment quand tu les pratiques. Le choix n'existe pas. On vit vraiment pour les autres. Qu'est-ce qu'ils pensera les autres, l'honneur, les tentes. Et aussi reproduire ce que les autres ont déjà vécu. C'est comme une chaîne qui est là depuis longtemps, qui s'enchaîne de génération en génération. De le début, c'est cette nuit, voilà, la virginité. Donc on m'a rien expliqué. Au début, cet homme il me dit qu'il est vierge, il m'offre un colis en étant content, en disant qu'il va appeler mes parents, ils vont être contents, etc. Ils m'ont bien élevé. Pour que quelques minutes plus tard, il me dit tu n'es pas vierge, par contre, faut que ça reste entre nous, faut que tu fasses tout ce que je te demande. Si tu fais pas ce que je te demande, je te renvoie dans ton pays, ta mère va être déshonorée, ton père va répudier ta mère. C'est devenu une pression pour moi. Et tout de suite, je devenais soumise parce que je disais, faut que rien n'arrive à ma mère, faut pas que ce soit ma faute, même si je savais que j'avais jamais eu des rapports intimes avec quelqu'un. Du coup, ça a été des viols parce que tout allait très vite. Oui, c'est très douloureux, surtout quand quelqu'un te touche, qu'à l'âge de 45 ans, en fait, un homme, un monsieur qui n'a pas cette délicatesse de rien t'expliquer, de rien verbaliser, de rien prendre son temps. Bah oui, ça a été un viol et c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Voilà, c'est isolation, de ne pas connaître la langue, de ne pas connaître personne dans ce pays-là. Il partait pendant 2 jours parce qu'il avait une autre femme en Hollande, il n'avait pas dit à mes parents. Il avait d'autres femmes en Guinée, 3 femmes. Donc j'étais souvent livrée à moi-même. Et donc au début, voilà, du coup les violences ont commencé très vite. Toutes les prétextes, c'était normal pour qu'ils me battent, quoi. Et dès le début, j'ai tombé en plus enceinte vite. Je ne savais même pas toutes ces contraceptions, rien du tout. Donc
tombée enceinte jusqu'à 4 mois de grossesse. Je savais à peine j'étais enceinte, je l'ai découvert à la fin. Qui a fait que le premier grossesse, je l'ai perdu toute seule. Je ne savais même pas que je perdais un bébé, je me dans une bouteille. Et ensuite, au bout d'un mois, j'ai retombé de nouveau enceinte. Et là, j'étais contente jusqu'à 9 mois de grossesse, malgré que plus le temps passait, plus il y avait le climat de la violence. Parce que je préparais, je ne savais pas utiliser les gaz, tout ça. Du coup, je brûlais le riz. Et dès que je brûlais le riz, il me battait. Enfin, tous les prétextes étaient bons pour que moi, je subisse la violence. J'ai perdu un bébé à 9 mois de grossesse. Il m'avait amené à l'hôpital, j'étais un peu suivie. Et on m'a renvoyée à la maison en me disant non, ce n'était pas le moment que vous allez accoucher. La date de votre naissance de votre enfant, ce n'est pas maintenant. Donc, on m'a renvoyée à la maison et en fait, les cordons médicaux avaient étouffé le bébé. J'étais par terre, ça n'allait pas. Il me dit, mais on est déjà parti à l'hôpital, on t'a dit, c'est pas le moment. Moi, j'ai déjà vu des femmes enceintes qui ont eu des enfants. Enfin, il a négligé, il a minimisé par rapport à cette grossesse. Du coup, il m'a ramené à l'hôpital, il était 1h du matin passé. Et on m'a dit, on est désolé, ça fait 20 minutes que vous avez perdu votre bébé. Perdre un enfant, c'est surtout dans ces conditions-là, en fait. Au début, on ne comprend pas, parce qu'à l'âge de 15 ans, encore le premier grossesse, je me dis, oh, c'est comme ça, c'est la vie. Par contre, le deuxième, ça a été très douloureux parce que tout était préparé. On avait acheté les lits, les habits, tout ce qu'il fallait pour un bébé. Et surtout, j'avais beaucoup d'espoir que ça change ma vie et que cet homme soit plus gentil. Et donc, au bout d'un an, après, il m'a dit qu'on vient en France. Il a sous-loué un appartement, un studio au Lila, dans un endroit complètement insalubre où il y avait à peine l'eau chaude. Des fois, il n'y en avait pas. On pouvait rester une semaine sans sortir. Quand les gens allaient travailler ou faire 2 repas dans la journée, moi, je dormais. Et quand les gens ils dormaient, moi je faisais à manger vers 2h, 3h du matin dans cet studio-là. Là encore, il m'a forcé en plus pour tomber 3e fois enceinte parce qu'il s'est dit que c'est comme ça que je pourrais avoir les papiers. 3e fois, ouais, il m'a laissé seule. Il part en Guinée au bout de 5 jours pour fêter le baptême de sa femme qu'il a mis enceinte 9 mois en arrière. Et il dit, toi tu peux pas avoir des enfants de toutes les façons, c'est pas moi qui ai le problème, c'est toi, donc moi je pars. Là ça a été à la fois un claque douloureux, mais aussi un déclic qui m'a dit, il faut que je reprenne ma vie en main. Maintenant, je m'en fous ce que dira les tantes, les cousins, mes sœurs, qu'est-ce qu'ils pensera les autres. C'est soit je sors de cette histoire, je me reconstruis, j'ai rebondi, soit je vais sombrer ou peut-être je serai morte. Et j'ai choisi de me relever. Un soir, au mois de novembre, comme ça, j'ai vu des femmes qui témoignaient à la télé, dont une jeune femme d'origine marocaine, qui parlait de violences qu'elle a subies et de mariage forcé. Tout ce qu'elle racontait, c'est un peu comme si elle racontait mon histoire. Elle a parlé des associations et comme je savais ni lire ni écrire, j'avais une voisine qui était juste en bas. On habitait pareil, qui était dans un appartement complètement insalubre, mais qui montait quand mon mari me battait pour le calmer. C'était une d'origine pakistanaise. Et je lui en ai parlé, j'ai dit, je vais une émission, des gens qui parlaient leurs histoires avec mon prof français à l'époque. Et elle m'a dit, mais tu sais, tu passes tous les jours devant la mairie, et la mairie là-bas, ils connaissent les associations qui pourront t'aider, peut-être, va les voir. Du coup, je suis partie les voir. On a beaucoup regardé un répertoire très long et tout, qui avait plein de numéros de téléphone, des associations, des choses comme ça. Et du coup, on a fini par appeler l'assistante sociale, qui ne pouvait pas me recevoir parce qu'il fallait prendre un rendez-vous, mais on a insisté, elle a vu tellement, j'étais désespérée. Du coup, elle m'a reçue et elles ont fini par m'accepter. Ils m'ont reçue en entretien. Et j'ai raconté mon histoire un peu comme ce que je résumais jusqu'à présent. Ils m'ont dit, waouh, on ne sait pas par où commencer, mais ce qui est sûr, on va essayer de faire ce qu'on peut pour vous aider. Avant qu'ils viennent, j'avais vu des associations. Une association Voix des Rebelles qui est à Saint-Denis. Et j'avais vu aussi beaucoup de services sociaux, tout ce qui est gynécologue, psychologue, les d'écoute des Lilas, où il y avait des jeunes qui fréquentaient là-bas. Il fallait répéter mon histoire à chaque endroit où j'allais. C'était très douloureux. J'avais moins de recul, beaucoup moins de recul qu'aujourd'hui. Quand cet homme est revenu, 5e jour plus tard, je l'annonçais, j'allais partir. Il a commencé à me battre comme il avait l'habitude. Ma voisine est montée, elle m'a aidée, elle a appelé mon oncle. Et je lui ai dit, si tu ne me laisses pas partir, tu risques 20 ans de prison. J'ai vu des associations. Il a rigolé, il a dit, ils ne vont pas t'aider. Il pensait vraiment comme tellement j'étais liée à lui, que de toute façon, même si je partais, comme je suis déjà partie chez mon oncle, je suis revenue et je vais aller encore revenir. Mon oncle, j'ai vu pareil, il était dépassé par l'événement. Et surtout, je voyais qu'il a aussi peur que tout lui retombe dessus parce que la famille va dire, elle a figué, elle est partie chez son oncle, c'est son mari qui l'a fait venir. Enfin voilà, toujours encore le poids des coutumes, des traditions familiales. Comme tout le monde me disait, il fallait partir avant qu'il soit là. Et moi, je lui dis non, je préfère le affronter. Parce que si je parte, là encore, il va dire que je suis partie derrière lui. Je préfère qu'il soit là et je parte devant lui.
au lieu que je figue comme ça sans qu'ils sachent où je suis partie. Pendant 6 mois, j'étais dans la rue, où je mangeais, où je dormais, où je me lavais, c'était des endroits complètement différents. Quand on sort de ça, on se dit mais comment je vais faire pour revivre? Comment je vais me reconstruire pour élever la tête? Et après, comment je vais être apaisée? L'apaisement, elle est venu beaucoup plus tard, en fait. L'apaisement, elle est venu avec l'engagement. J'ai créé une association qui s'appelle Espoir et Combat des femmes. Et je rejoins des associations comme Ni Pute Ni Soumise, où j'étais vraiment formée pour le militantisme, pour être féministe, défendre les droits des femmes. Et ensuite, je me suis dit, il faut porter la voix au nom de toutes celles qui ne portent pas. Parce que j'ai compris ce que j'étais victime. C'est quelque chose qui est restauré depuis des générations. C'est par rapport au patriarcal, c'est du fait que les femmes, elles ont toujours fait en sorte de faire plaisir aux hommes, malgré elles. Comme exciser une petite fille, c'est l'imposer un traumatisme toute une vie. Il m'a fallu jusqu'à l'âge de 20 ans pour comprendre que toutes les femmes n'étaient pas excisées, pour comprendre les séquelles de l'excision. J'ai appelé ma mère, j'ai appelé mon père. Mon père, il était au courant. Il était plus solidaire en tout cas de ma situation. Ma mère, elle a mis du temps, elle me disait, ah, il fallait rester peut-être. Maintenant, qu'est-ce que tu vas devenir? L'homme, il est venu, t'as répudié. Parce que toujours l'homme, il a le dernier mot. Un an plus tard, il est parti voir ma famille en disant qu'il a rendu sa fille. Donc, il a dit qu'il ne voulait plus de moi, qu'on est séparés dans la religion, etc. Du coup, ma mère a dit, t'es répudié, t'es jeune, t'as pas eu d'enfant. Qu'est-ce que tu vas devenir là-bas? T'as pas de famille. Donc, elle avait toujours peur, qu'est-ce qu'il dira les autres. Mais je ne l'en veux pas parce qu'elle est dans ce monde-là. Et l'évolution, c'est moi qui ai évolué, pas elle. Donc, j'essaie de l'expliquer. Donc, je dis à ma mère, écoute-moi, maintenant, je pense plus que le dire à les autres. C'est en 2008, en fait, j'ai décidé d'aller affronter ma famille et aussi à faire des campagnes de sensibilisation en Guinée avec mon association Espoir et Combat de femmes. Parce que je me suis dit qu'il fallait briser un peu le tabou dans cette famille. Il fallait aussi briser cette scène qui était là, qui produit depuis des générations. Je pense que ça, mine de rien, inconsciemment, ça a changé. Parce que mes sœurs sont beaucoup mariées plus tard. Je payais les études de mes frères et sœurs, certains. En tout cas, je les ai encouragés parce que je me suis dit, la seule chose qui peut arrêter tout ça, c'est l'éducation. La seule chose que je n'ai pas pu réussir encore à arrêter dans cette famille, enfin, en tout cas par rapport à ma mère, c'est par rapport à l'excision. Pour elle, elle reste convaincue, c'est normal. Ma petite sœur que j'essaie de sauver de l'excision a été excisée. Mais par contre, son mari, elle a choisi son mari. Mes sœurs n'ont pas eu du tout, les dernières sœurs n'ont pas eu le même parcours que moi. Donc je pense que oui, j'ai brisé quelque chose quand même. J'ai une fille et un garçon, j'ai refait ma vie. Aujourd'hui, tout va bien. J'ai une vie comme tout le monde, de haut et de bas. Mais en tout cas, c'est une vie que j'ai choisie, qui est plus posée, qui est moins frustrante que ce que j'ai connu. Et je me dis, je ne peux pas vivre pur que ce que j'ai vécu. J'ai un garçon, enfin, j'ai un bébé qui va avoir 1 an. Je vais l'éduquer pour qu'il respecte la femme, pour qu'il sache que la femme, ce n'est pas un objet. Je pense aussi que beaucoup de gens se reproduisent chez nous parce que depuis toujours, j'ai vu mes frères, ils ne faisaient jamais la vaisselle, ils ne faisaient jamais à manger. C'était un peu comme des rois. Donc je pense que c'est ça aussi, il faut le changer. Et ma fille, je vais l'armer. Je ne dis pas qu'elle n'aura pas de difficultés parce que la vie, elle ne m'appartient pas. Mais en tout cas, je vais l'armer le mieux que je peux pour qu'elle puisse confronter mieux les difficultés qu'elle va rencontrer.